La salle de bal, c'est pour la vraie famille. Ta place est à la cuisine. Lorraine a souri en disant cela. L'odeur écœurante des fleurs d'oranger flottait, épaisse, dans l'air. Mais, sous ce parfum, je pouvais sentir la graisse et la chaleur qui émanaient des portes battantes en métal, juste derrière la table qui m'était assignée. Un lourd silence s'est abattu sur notre coin du conservatoire Hawthorne. Le tintement poli des verres en cristal a complètement cessé. J'ai fixé le lourd carton posé sur le linge de table bon marché de la table de service. Mon nom, Alison Mercer, y était écrit en calligraphie. Les bords du carton étaient nets, fraîchement coupés, et l'encre était encore légèrement collante. Ce n'était pas une erreur. Ma mère s'est penchée vers moi. Ses doigts manucurés se sont plantés dans mon avant-bras. « Fais juste ça pour ta sœur, Alison », a-t-elle chuchoté, la voix tendue, chargée de cet avertissement familier. « Ne fais pas de scène. » À côté de Lorraine, Caleb s'est agité. Le marié a tiré sur son col, et a regardé partout, sauf vers moi. « Essayons juste de garder notre calme », a-t-il marmonné, tentant d'apaiser la tension. Je les ai regardés tous les trois. À 38 ans, j'étais la fondatrice et directrice exécutive du centre familial Havenhouse. J'avais passé 12 ans à bâtir une organisation pour héberger les gens en situation de crise. Mais, à cet instant précis, debout dans une salle financée par des fonds que j'avais personnellement levés, ma famille s'attendait à ce que je cède. Ils attendaient l'Alison qui avait dormi sur une chaise d'hôpital en vinyle, pendant 3 semaines, quand maman était malade. Ils voulaient la sœur qui avait quitté un entretien d'embauche final, il y a 8 ans, juste pour tirer Lorraine d'un procès pour dette de carte de crédit. J'ai plongé la main dans mon sac, et j'ai sorti mon téléphone. Sans un mot, j'ai ouvert l'appareil photo. J'ai pris une photo du carton fraîchement imprimé. J'ai reculé, et j'ai pris une autre photo du plan de table, près de l'entrée de service. Puis, un plan large des portes de la cuisine, maintenue ouverte derrière la chaise qui m'était assignée. Lorraine a laissé échapper un rire sec, théâtral. Bien sûr, il te faut des preuves. Tu ne peux pas juste être normal, pour une soirée. J'ai baissé mon téléphone, et j'ai croisé le regard de ma sœur. Seulement quand les gens prévoient de nier ce qu'ils ont fait. Son sourire a vacillé une fraction de seconde, avant que son sentiment de supériorité ne reprenne le dessus. De toute façon, tu n'es que dans l'opérationnel, a ricané Lorraine, agitant la main en direction du personnel de restauration. Aujourd'hui, c'est mon heure de gloire. Tout tourne autour de moi. J'ai hoché la tête lentement. Le nœud pesant de l'obligation, qui avait vécu dans ma poitrine pendant plus d'une décennie, s'est enfin dissous. Merci de l'avoir enfin dit, là où tout le monde pouvait l'entendre. J'ai retourné le carton sur la table. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas exigé d'excuses. J'ai simplement tourné le dos à la mariée, au marié, et à ma mère, puis j'ai commencé à marcher vers la sortie du conservatoire. Le quatuor à cordes s'est empressé de recommencer à jouer. Les notes nerveuses et vives d'une reprise pop classique ont résonné contre le plafond de verre, tandis que je poussais les lourdes portes doubles pour atteindre le hall principal. L'air frais d'octobre m'a frappé le visage, chassant l'odeur suffocante des arrangements floraux. Lorraine pensait m'avoir privé de ma place. Elle n'avait aucune idée de ce que je transportais dans mon fourre-tout en cuir. Bien rangée dans une poche intérieure, se trouvait une lettre scellée, adressée au conseil d'administration. À côté, un email de confirmation d'un auditeur indépendant, dont l'arrivée était prévue dans les bureaux de Havenhouse à 8 heures, le lundi matin. Et, tout au fond, reposait une clé en laiton. La clé d'une maison de ville que j'avais achetée 6 mois plus tôt, avec l'argent d'une activité de conseil dont ma famille ignorait même l'existence. Je n'avais pas besoin de leur table. J'avais déjà construit ma propre maison. J'étais à mi-chemin du couloir, quand un bruit fort et sec m'a arrêté. C'était le son d'une lourde chaise en bois, raclant durement le sol de la salle de bal. J'ai fait une pause. Je m'attendais au pas étouffé de quelqu'un se dirigeant discrètement vers les toilettes, pour éviter le malaise. Mais les pas ne sont pas venus. À la place, une voix a retenti, claire et assurée, perçant à travers la musique. C'était Monica. Je l'avais aidée à trouver un logement sûr et un emploi, quand elle avait 2 jeunes enfants et seulement 30 € en poche. Maintenant, elle se levait à une table, près du centre de la pièce. Si elle n'est pas de la vraie famille, a dit Monica, sa voix portant jusqu'au couloir, alors moi non plus. Avant que Lorraine ne puisse répondre,
une autre chaise a raclé le bois. Puis une autre. La lourde porte en verre s'est ouverte, coupant la musique frénétique des cordes. Monica est sortie dans la fraîcheur de la nuit d'octobre. Elle n'a pas hésité. La femme a marché droit vers moi, et a enroulé ses bras fermement autour de mes épaules. J'ai senti le tissu raide et bon marché de sa robe de location, se presser contre ma clavicule. Il y a 1 an, je m'étais assise avec elle dans un tribunal municipal, pendant qu'elle se battait pour obtenir une ordonnance de protection. Ce soir, elle était la première personne à prendre ma défense. Je me suis doucement reculé, et je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de quitter son dîner pour moi. Je savais tous les efforts qu'elle avait faits, juste pour trouver une babysitter et assister à cet événement. Monica a secoué la tête. Ses yeux sombres étaient d'une clarté parfaite. « Je ne pars pas parce que tu l'as demandé », a-t-elle dit, sa voix empreinte d'une certitude inébranlable. « Je pars parce qu'elle nous a montré qui elle est. » Un autre raclement de bois contre le parquet a résonné depuis l'intérieur du conservatoire. Celui-ci était plus fort. Il fut immédiatement suivi d'un deuxième, puis d'un troisième. Je me suis tourné vers la paroi de verre, qui séparait le couloir de la salle à manger. Le mouvement à l'intérieur n'était pas synchronisé. Les gens ne se levaient pas en une vague dramatique et répétée. Au lieu de cela, la prise de conscience semblait d'abord s'accumuler sur les bords de la salle, avant de se propager vers l'intérieur. À la table 12, un membre du personnel de longue date, nommé Robert, a posé soigneusement sa serviette en tissu à côté de son assiette. Il avait géré notre banque alimentaire pendant 8 ans. Il a repoussé sa chaise, a tapoté l'épaule de son mari, et s'est dirigé vers la sortie. 2 tables plus loin, un père dont Avenhaus avait couvert le loyer pendant un hiver brutal, a simplement rassemblé sa femme et son fils adolescent. Ils n'ont pas dit un mot à personne. Ils sont juste partis. L'exode a créé un vide, que les invités restants avaient du mal à comprendre. Aux tables les plus proches de l'avant, la confusion s'est rapidement transformée en suspicion. Un important donateur d'entreprise, un homme qui avait signé un chèque de 20 000 € le mois dernier, s'est penché de l'autre côté de l'allée pour interroger ma sœur. Il a pointé du doigt le siège vide, dans la cuisine, demandant clairement si j'étais vraiment une simple assistante administrative, comme la mariée l'avait prétendu. Lorraine a forcé un sourire éclatant, terrifiant de crispation. Je ne pouvais pas entendre ses mots exacts à travers le verre épais. Mais ses gestes de la main exagérés racontaient toute l'histoire. Elle a agité les doigts, a rejeté ses cheveux en arrière, et a ri à gorge déployée. La mariée essayait de faire passer le désastre pour un malentendu familial excentrique. Le donateur n'a pas souri en retour. Il a pris son manteau. La panique a finalement atteint la table d'honneur. Caleb se tenait, rigide, à côté de sa nouvelle femme. Sa mère, une femme imposante vêtue d'une robe argentée, s'est penchée par-dessus le centre de table florale. Elle a pointé un doigt manucuré directement vers les portes de la cuisine. Sa bouche bougeait en syllabes nettes et saccadées, exigeant de savoir pourquoi un événement de reconnaissance communautaire humiliait publiquement la fondatrice de l'organisation. Lorraine a fait des gestes frénétiques dans ma direction, essayant clairement de rejeter la faute sur moi. Caleb a baissé les yeux sur sa mariée. Sa posture est devenue complètement raide, et il s'est légèrement écarté d'elle. Puis, Nadia a agi. Notre présidente du conseil d'administration était une experte comptable à la retraite. Elle n'élevait jamais la voix, et n'agissait jamais sans peser les conséquences. Nadia s'est levée lentement. Elle a posé sa serviette sur la table, et a lissé le devant de sa robe. Quand elle a parlé, sa voix a tranché nettement à travers les murmures persistants. Assez fort pour parvenir à travers les portes entr'ouvertes du couloir. Ceci n'est plus une affaire de famille, dès lors que vous utilisez le nom d'une organisation caritative pour financer votre fête. Nadia s'est retournée, et est sortie. Cette déclaration a fait céder la dernière digue. Les gens ont commencé à se déverser dans le couloir, et dans la cour au-delà. Des dizaines d'invités se sont rassemblés près des étayers, sous les lumières du patio. Quelques participants plus jeunes ont sorti leur téléphone, pour filmer le chaos. Je me suis immédiatement avancé, en levant les mains. J'ai remercié tout le monde pour leur soutien, mais j'ai fermement demandé de ranger leurs caméras. Beaucoup de ces familles avaient fui des situations terribles. Elles avaient besoin d'anonymat. Leurs visages n'avaient pas à se retrouver sur Internet, comme des dommages collatéraux d'une dispute de la famille Mercé. Soudain, les lourdes portes du conservatoire se sont ouvertes en grand. Lorraine est sortie dans l'air frais.
La traîne de sa robe blanche traînait lourdement sur le chemin en béton, ramassant des feuilles mortes et de la saleté. Elle a ignoré la foule murmurante, et a marché droit sur moi. Son sourire de mariée, bien rodé, avait complètement disparu. Il était remplacé par une grimace crispée et furieuse. « Tu dois retourner à l'intérieur, et arranger ça, tout de suite » a exigé Lorraine. Sa voix était stridente, vibrant d'une indignation sincère. J'ai regardé la femme que j'avais protégée depuis la mort de notre père. J'ai vu l'attente familière dans ses yeux. Elle croyait sincèrement que j'allais m'excuser auprès de la foule, prétendre que c'était une blague, et faire rentrer tout le monde à sa place. Elle avait besoin que je joue mon rôle. J'ai passé 12 ans à réparer ce que tu as cassé, lui ai-je dit, en gardant un ton parfaitement neutre. Ça s'est terminé ce soir. Lorraine m'a dévisagé, comme si le sol venait de s'ouvrir entre nous. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Elle s'est retournée, et a fait face à la cour, espérant que les invités se rallieraient à la mariée en larmes. Personne n'a bougé vers elle. À l'intérieur de la salle de bal, l'infrastructure du mariage s'effondrait discrètement. Le personnel de restauration avait cessé de servir le vin. Plusieurs serveurs étaient regroupés près des portes de la cuisine, attendant que le directeur du lieu confirme qui payait réellement pour le prime rib. Un groupe d'amis d'université de Lorraine chuchotait frénétiquement près du vestiaire, avant de s'éclipser par une sortie latérale, désespérés d'éviter le scandale qui se préparait. Les parents de Caleb sont sortis ensemble de la grande salle. Leurs visages étaient pâles et sinistres. Ils ont attrapé leur fils par le bras, l'ont entraîné dans une suite privée pour les mariés, plus loin dans le couloir, et ont fermement fermé la porte derrière eux. La salle de bal était vide d'invités. Ma sœur se tenait complètement seule, au centre de l'immense pièce. Elle était entourée de 148 assiettes intactes, et de dizaines d'arrangements de fleurs d'oranger qui commençaient à faner. Lorraine a tourné lentement sur elle-même, ses mains agrippant le lourd tissu de satin de sa robe. « Où allez-vous tous » a-t-elle hurlé. Le son brut et désespéré a résonné contre les hauts plafonds de verre. Dans la cour, plusieurs flashs d'appareils photo ont éclaté simultanément. Les gens ne filmaient plus les bénéficiaires. Ils enregistraient la mariée, exigeant une audience d'une salle vide. Nadia s'est approchée pour se tenir à mes côtés dans le couloir. La présidente du conseil n'a même pas pris la peine de regarder le spectacle qui se déroulait de l'autre côté de la vitre. Elle a simplement baissé les yeux sur son téléphone. L'écran projetait une lueur bleu pâle sur son visage. « Alison » a dit Nadia calmement, son attitude professionnelle parfaitement intacte. « Nous venons de recevoir une alerte automatisée du serveur. » Elle a incliné l'appareil pour que je puisse lire la notification. Le texte confirmait que le compte administratif de Lorraine venait de tenter de supprimer définitivement un répertoire. Le système avait bloqué l'action, en raison du gel juridique que nous avions mis en place 10 jours plus tôt. Je me suis concentré sur le nom spécifique du chemin de fichier protégé. Il était intitulé « Lancement-Fondation-Mercé ». J'ai relevé les yeux vers Nadia. L'air frais de la nuit m'a soudain semblé très vif sur la peau. Ce dossier, ai-je dit, n'existait pas hier. L'effondrement du mariage de ma sœur n'a pas réellement commencé dans cette humide salle de bal du conservatoire. Les fondations s'étaient fissurées 6 mois plus tôt, par un froid mardi après-midi, alors que la pluie battait lourdement contre la fenêtre de mon bureau, à Avenhaus. Mon téléphone a vibré contre le bureau en bois, assez fort pour faire trembler un pot de stylo. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de ma mère. J'ai répondu, m'attendant à une question sur des plans pour le dîner. Mais Debra ne m'a pas demandé comment s'était passée ma journée. La femme s'est simplement lancée dans une explication frénétique et haletante, à propos d'un budget d'événements qui explosait. Une facture de carte de crédit exorbitante était soudainement due. Le traiteur exigeait un acompte plus important. Et le créateur de la robe sur mesure menaçait d'annuler une commande. Maman s'attendait à ce que j'ouvre mon portefeuille, et que je règle le déficit. Comme je l'avais toujours fait, chaque fois que l'enfant chéri avait vu trop grand. J'ai arrêté de payer les dépenses qui ne sont pas les miennes, il y a 6 mois, ai-je dit, en gardant les yeux rivés sur le tableur financier trimestriel, qui brillait sur mon moniteur. Un silence total a pesé sur la ligne, pendant 3 longues secondes. Puis, la matriarche de la famille Mercé a pris une inspiration sèche et théâtrale. Elle a lancé que ma sœur était soumise à un stress énorme, et qu'elle avait besoin de soutien. Sa voix tremblait d'une déception fabriquée, alors qu'elle me traitait d'incroyablement égoïste. Je n'ai pas argumenté, ni tenté de défendre mon caractère.
J'ai simplement mis fin à l'appel, et j'ai placé l'appareil face contre le bureau, sentant le boîtier métallique froid contre ma paume. Ce soir-là, je ne suis pas retourné à l'appartement exigu, où ma famille croyait que je vivais encore. J'ai conduit jusqu'à l'est de Columbus, je me suis garé dans une rue de banlieue calme, bordée de chênes matures, et j'ai déverrouillé la porte d'entrée d'une petite maison de ville en briques. Tant que Lorraine n'avait pas fouillé les registres de propriété publique, personne de ma lignée ne connaissait cette adresse. Ma mère ne possédait pas de double des clés, et Lorraine n'avait jamais mis les pieds dans le couloir. Le salon était encore à moitié vide. Il ne contenait qu'un confortable canapé gris, un solide bureau en chêne, et un pot de peinture bleue non ouvert, posé près des plinthes. Je suis entré dans la cuisine étroite, je me suis versé un verre d'eau froide du robinet, et j'ai ressenti un profond sentiment de soulagement m'envahir. Ce n'était pas un immense manoir secret, financé par une manne soudaine. Les cloisons sèches étaient légèrement inégales, et la plomberie bourdonnait parfois, quand le chauffage se mettait en marche. Mais, j'avais acheté cette propriété entièrement par moi-même, en constituant patiemment la compte sur 2 ans, d'une discipline acharnée. Je me suis assise à mon bureau, et j'ai transféré une partie fixe de mon salaire hebdomadaire sur un compte d'épargne d'urgence. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour mener une réunion avec mon tout premier client en conseil. Opérant sous le nom de Mercer Community System, j'aidais une autre association caritative locale à auditer ses protocoles de confidentialité des données. Lorraine s'était toujours moquée de mon obsession pour la conformité, riant de ce qu'elle appelait la paperasse ennuyeuse pour des gens invisibles. Pourtant, c'était cette même paperasse qui finançait discrètement ma porte de sortie, me permettant de construire un filet de sécurité qui ne dépendait pas de l'approbation familiale. Pendant longtemps, j'avais sincèrement cru qu'avaler mes propres ambitions était le prix nécessaire à payer, pour avoir une place à notre table familiale. Je me souviens avoir manqué un séminaire spécialisé en gestion d'organismes à but non lucratif à Chicago, parce que maman avait fait une grave crise de panique. Me laissant dormir sur une chaise d'hôpital en vinyle rigide, pendant 3 nuits. Je me rappelle clairement avoir vidé mon maigre compte d'épargne, pour couvrir le loyer en retard de Lorraine. Me tenant dans un bureau de location vivement éclairé, pour m'excuser auprès d'un gestionnaire immobilier en colère, pendant que ma sœur attendait confortablement dans sa voiture. Après chaque crise fabriquée, Debra me tapotait le bras et déclarait que « la famille prend toujours soin des siens ». Pendant ce temps, ma jeune sœur ne m'a jamais dit merci, pas une seule fois. Le soir où j'ai signé les papiers de clôture de la maison de ville, j'ai pris un stylo noir, et j'ai écrit une seule phrase sur la première page d'un carnet neuf, « Aider est un choix, mais être utilisé ne l'est pas ». Le test ultime de cette nouvelle limite est arrivé 3 mois avant que les invitations de mariage ne soient envoyées par la poste. Jasmine, notre méticuleuse coordinatrice des opérations, a frappé doucement et est entrée dans mon bureau. Elle a placé une facture fraîchement imprimée, pile au centre de mon bureau. Le papier épais semblait inhabituellement rigide sous mes doigts. Jasmine a silencieusement pointé une charge d'exactement 4 800 €. Le fournisseur était répertorié comme un fleuriste de luxe situé en centre-ville, et le code de facturation interne indiquait simplement « Engagement floral des donateurs ». Ma mâchoire s'est immédiatement contractée. J'ai reconnu le nom distinctif de cette boutique de fleurs. 3 jours plus tôt, Lorraine avait publié une photo brillante de cette même boutique, alors qu'elle essayait des échantillons de voiles en soie importés. Je n'ai pas immédiatement dévalé le couloir pour accuser la directrice des partenariats communautaires de détournement de fonds. Les confrontations bruyantes ne donnent aux manipulateurs qu'une occasion de jouer les victimes. Au lieu de cela, j'ai rendu le papier à Jasmine, et je lui ai demandé de récupérer le fichier numérique original, l'historique complet du code de l'événement, et le calendrier de paiement proposé, sur le serveur. Nous avions besoin de données brutes et vérifiables, avant de tirer la moindre conclusion. 10 minutes plus tard, le document numérique original brillait sur mon écran. J'ai utilisé ma souris pour zoomer sur le coin inférieur droit de la page. Niché discrètement sous un rendu à l'aquarelle floue d'une arche florale, se trouvait un délicat monogramme entrelacé. Un L borné et un C cursif, étaient enroulés autour d'une date de samedi spécifique en octobre. Le nom du fichier sur notre serveur interne était « Banquet de sensibilisation communautaire », mais les métadonnées électroniques sous-jacentes racontaient une toute autre histoire. Les propriétés de l'auteur caché indiquaient clairement le titre du projet, « Mariage de Lorraine et Caleb ». La porte de mon bureau s'est refermée avec un déclic. Jasmine se tenait juste à l'intérieur de la pièce, tenant 2 autres feuilles imprimées contre sa poitrine. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle s'avançait.
La jeune femme a posé les documents à côté de mon clavier, sans dire un mot. Il s'agissait de 2 factures supplémentaires, provenant de la même boutique de fleurs. Chaque charge planait à quelques centaines d'euros seulement, sous le seuil de 5 000 euros. Selon les règles fondamentales de Havenhaus, toute dépense unique de plus de 5 000 euros déclenchait un examen automatique par le conseil d'administration, nécessitant 2 signatures de direction au lieu d'une. J'ai fixé les 3 morceaux de papier alignés sur mon bureau, regardant la stratégie financière de ma sœur se dessiner, avec une clarté brutale et dévastatrice. Elle n'a pas fait une erreur, ai-je dit doucement, en tapotant mon index contre la dernière facture fabriquée. Elle a appris la limite. Jasmine et moi avons passé les 3 heures suivantes à transformer le solde de mon bureau en une carte de la fraude. Nous avons codé par couleur les historiques des fournisseurs imprimés avec des surligneurs, regroupant les charges par période et par code d'événement. L'encre jaune marquait l'équipe de vidéographie. Le bleu couvrait les sacs cadeaux personnalisés. Le vert mettait en évidence les frais de location de la salle de bal. Chaque catégorie contenait plusieurs factures, soigneusement découpées sous le seuil d'examen de 5 000 euros. Et toutes partageaient exactement la même classification, sensibilisation des donateurs. J'ai fixé le patchwork lumineux de papier qui s'étalait sur le tapis. La partie vraiment terrifiante n'était pas l'argent que nous pouvions facilement suivre. C'était l'argent que nous ne pouvions pas voir. Car plusieurs engagements massifs auprès de fournisseurs n'étaient probablement pas encore facturés, jusqu'à la conclusion de l'événement. Je n'ai pas dévalé le couloir pour confronter ma sœur. Au lieu de cela, j'ai emballé les dossiers dans une mallette sécurisée, et j'ai rencontré Nadia dans un petit café, à 10 pâtés de maison du campus de Havenhaus. L'odeur de grains de café torréfiés et de manteaux de laine humide remplissait l'espace exigu. J'ai fait glisser la carte des transactions sur la table en bois rayé, expliquant soigneusement quels points de données étaient des faits vérifiés, et quelles pièces restaient des théories éclairées. La présidente du conseil n'a pas sursauté, ni exprimé d'indignation spectaculaire. Elle a simplement ajusté ses lunettes, a lu les lignes surlignées, et a pris une lente gorgée de sa tasse en céramique. Nadia m'a explicitement ordonné de ne pas fouiller les emails personnels de ma sœur, ni d'initier de confrontation directe. Nous devions d'abord protéger l'organisation. Assise dans ce café bruyant, elle a autorisé un gel juridique silencieux sur toutes les données internes du serveur. Puis, elle a officiellement programmé un audit d'entreprise indépendant, qui commencerait le lundi suivant immédiatement le mariage. La nécessité d'un protocole strict est devenue douloureusement claire, l'après-midi suivant. Je passais devant le bureau de la réception, quand Olivia est arrivée. L'organisatrice de mariage professionnel portait un épais classeur en cuir, serré contre sa poitrine, et elle sentait fort le parfum floral coûteux. Quand je lui ai poliment demandé si elle avait besoin d'aide pour localiser les dossiers de la réception des donateurs, ses yeux ont filé vers la cage d'ascenseur. Olivia s'est agitée, a offert une vague excuse sur la vérification de la logistique de la restauration, et s'est dépêchée de descendre le couloir. J'ai regardé la femme disparaître au coin de la rue. Je ne l'ai pas suivie, ni tenté de jeter un œil au classeur. Je suis simplement retourné à mon bureau, et j'ai consigné la brève rencontre dans un journal de bord sécurisé. Sachant que son évasion nerveuse signifiait que d'autres mines financières étaient cachées dans ces pages. Lorraine n'a pas agi comme une personne au bord d'une enquête d'entreprise. Plus tard cette semaine-là, ma sœur a fait irruption dans mon bureau, tenant un dossier de présentation brillant. Des bras marchaient juste derrière elle, portant une tasse de thé et une expression familière de pression maternelle. Lorraine a laissé tomber le dossier directement sur mon clavier. À l'intérieur, se trouvaient les plans de marque pour la fondation de la famille Mercé, avec un calendrier de lancement prévu pour le soir du mariage. Caché derrière les conceptions de logos, se trouvait une lettre de vérification formelle. Le document déclarait faussement que nous avions fondé Havenhaus ensemble, en tant que partenaires égaux. Ma mère a posé sa main sur mon épaule, pressant doucement les muscles tendus. Elle a suggéré que je ne devrais pas être mesquine, pour un simple titre honorifique. Insistant sur le fait que partager le crédit ferait une excellente impression sur les riches donateurs. Je n'ai pas haussé la voix, ni argumenté sur les 12 dernières années de ma vie. J'ai calmement pris un stylo rouge, j'ai encerclé les chronologies fabriquées sur le document, et j'ai rendu les papiers de l'autre côté du bureau. Ensuite, j'ai ouvert mon client de messagerie, j'ai tapé un court message indiquant que je ne signerais jamais une déclaration que je savais être fausse, et j'ai appuyé sur envoyer. Dans ce même fil de discussion, j'ai formellement transféré tous les pouvoirs d'approbation des grands projets de sensibilisation à Nadia, pour le reste du trimestre fiscal.
Lorraine a arraché le dossier du bureau. Son sourire étudié s'est évaporé, laissant place à un regard froid et plat. Elle m'a prévenu que j'allais profondément regretter d'embarrasser mon propre sang, devant la famille Warren. La véritable profondeur de cette menace ne s'est révélée que le lendemain matin. Jasmine effectuait une sauvegarde de routine du serveur sur les comptes administratifs. Lorraine avait négligemment laissé sa tablette de Havenhouse synchronisée avec ses messages personnels. Une erreur courante, que Nadia avait spécifiquement ordonné à notre service technique de collecter, dans le cadre du gel juridique actif. Un aperçu de notification capturée est apparu sur le moniteur administratif, juste au moment où j'entrais dans la salle des serveurs. C'était un message que Lorraine avait envoyé directement à notre mère. Le texte ne mentionnait pas la fondation, ni l'audit imminent. Il énonçait simplement les termes exacts de ma punition. L'écran brillait dans la pièce sombre, affichant les mots crus, « Si elle ne me donne pas le titre, elle n'aura pas de place à la table familiale ». Je suis resté complètement immobile, écoutant le faible bourdonnement des ventilateurs de refroidissement du serveur. La disposition des sièges dans la cuisine n'allait pas être une erreur de dernière minute, ou une erreur de traiteur. Lorraine avait planifié cette humiliation publique, comme une expulsion délibérée et calculée. J'ai plongé la main dans ma poche, et j'ai sorti mon téléphone. Il a vibré une fois contre ma paume. Un nouveau message de Debra est apparu sur mon écran de verrouillage. M'ordonnant de porter quelque chose de simple, et exigeant que je n'attire aucune attention, loin de la mariée. 2 jours avant la cérémonie, mon ordinateur portable a sonné avec un email du département d'État des services à la famille. Le document numérique joint contenait une offre officielle pour un poste de directrice régionale. Le salaire, imprimé sur la 2e page, était substantiel. Assez facilement pour remplacer mon revenu actuel. Et le rôle offrait une sortie nette et immédiate du désordre chaotique, que ma sœur était en train de créer. J'ai lu le contrat 2 fois, sentant le verre lisse du pavé tactile sous mes doigts. Mais, je n'ai pas tapé ma signature électronique. L'audit indépendant devait encore avoir lieu. Si je partais maintenant, l'organisation que j'avais bâtie de toutes pièces serait entièrement engloutie par une fausse fondation. En ouvrant le tiroir du bas de mon lourd bureau en chêne, j'ai sorti 3 épaisses enveloppes de manille. Dans la première, j'ai glissé une lettre de démission conditionnelle rédigée. La seconde contenait la chronologie complète des transactions que Jasmine et moi avions construites pour le conseil d'administration. La 3e enveloppe contenait le contrat d'état non signé. J'ai rangé les 3 en toute sécurité, dans la poche intérieure de mon sac en cuir. Ce n'étaient pas des armes conçues pour une dispute familiale, mais plutôt une police d'assurance silencieuse. Je ne les sortirais que si la mariée tentait réellement de détourner l'organisation caritative, devant nos principaux donateurs. Ma mère est arrivée à ma porte d'entrée ce même soir. Elle a marché sur le porche de ma maison de ville pour la toute première fois. Après mon refus de signer la lettre de la fondation, Lorraine avait cherché les registres de propriété du comté sous mon nom, et avait envoyé l'adresse à Debra. Tant pis pour l'intimité que j'avais passé 6 mois à protéger. Debra a fixé la façade en briques solides et les nouveaux numéros en laiton boulonné à côté de la boîte aux lettres, la bouche légèrement entr'ouverte dans un choc sincère. En entrant dans le petit salon, la femme a touché le dossier de mon nouveau canapé, comme s'il s'agissait d'un bien volé. La matriarche de la famille Mercé m'a immédiatement accusé de trahison. Exigeant de savoir comment j'avais pu acheter un bien immobilier, sans la consulter. Je lui ai calmement rappelé qu'une femme adulte n'avait pas besoin de la permission maternelle, pour établir une adresse permanente. Son visage s'est crispé, et elle a instantanément pivoté vers son objectif principal. Elle m'a ordonné de signer les documents de la fondation, et de céder le titre de cofondatrice, pour préserver la paix. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai refusé. Les tactiques de pression ont changé, le lendemain matin. Mon téléphone a sonné, alors que je me versais une tasse de café bien noir. Olivia, l'organisatrice de mariage, a parlé d'un ton précipité et trop enjoué. La femme a appelé pour confirmer explicitement mon siège demandé, près des portes de la restauration. Ma prise s'est resserrée sur la tasse en céramique chaude. Quelqu'un avait clairement menti à l'organisatrice sur mes préférences de siège. Et le corriger lors d'un appel verbal, ne laisserait aucune preuve solide. J'ai gardé une voix parfaitement égale. J'ai remercié la professionnelle pour sa diligence, et je lui ai demandé de m'envoyer par email le plan de table finalisé, avec les notes de révision exactes. Cette simple demande a permis d'obtenir une autre pièce vitale de la piste documentaire. Le dîner de répétition a eu lieu ce vendredi soir,
dans une salle à manger de country club louée. Pendant que les garçons d'honneur répétaient leurs discours, je me tenais près du mur du fond, et j'observais un technicien audiovisuel tester l'équipement de projection. L'immense écran blanc s'est soudainement allumé. Des photographies haute définition de Monica et de ses 2 jeunes enfants ont traversé le mur, surmontés d'un énorme filigrane de la fondation de la famille Mercé. Une vague de nausée froide m'a envahi. Je savais exactement ce que nos formulaires de consentement légal dictaient. Et, ils interdisaient absolument l'utilisation d'images de clients vulnérables, pour une image de marque personnelle ou des fonds privés non approuvés. En marchant directement vers la régie audio, j'ai ordonné aux techniciens de couper le flux, jusqu'à ce que les droits d'utilisation soient vérifiés. Lorraine s'est précipitée à travers la pièce, ses talons claquant bruyamment contre le parquet. Un doigt manucuré s'est planté dans ma poitrine, tandis que la mariée m'accusait bruyamment d'être jalouse de son succès. Elle a promis que la vidéo serait diffusée pendant la réception, indépendamment de mes plaintes. Nadia m'a rejointe sur le parking du country club par la suite. L'air frais de la nuit transportait l'odeur piquante de l'herbe fraîchement coupée et des gaz d'échappement coûteux. Notre présidente du conseil s'est appuyée contre le côté de sa berline, et a doucement suggéré que je reste simplement à la maison le samedi. Manquer le mariage me protégerait de tout piège public que ma sœur était en train de tendre. Mais rester à l'écart, signifiait abandonner les familles vulnérables, qui pensaient sincèrement assister à un dîner de reconnaissance caritative. De plus, si je disparaissais, la mariée utiliserait mon absence comme preuve silencieuse que sa nouvelle fondation était légitime, et entièrement approuvée. J'ai dit à Nadia que j'y assisterais. Je n'allais pas me présenter comme une parente désespérée, implorant une chaise. Mais plutôt comme une directrice, protégeant sa communauté. La dernière pièce du puzzle est arrivée, le matin du mariage. Mon ordinateur portable a sonné avec un nouveau message d'Olivia. J'ai ouvert le document joint, et j'ai parcouru la vaste gamme de tables rondes qui remplissait la salle de bal du conservatoire Hawthorne. Mon nom était complètement absent de l'étage principal. J'ai fait défiler jusqu'au bas de la page, pour trouver un petit appendice destiné uniquement au personnel de restauration. Imprimé juste à côté de mon nom, se trouvait une note directe de la mariée. Elle précisait que j'étais autorisé à accéder uniquement à la cuisine, et que je ne devais pas me déplacer, sans l'approbation de la mariée. La lumière du soleil du dimanche matin traversait durement les stores de mon salon, et l'horloge numérique de mon bureau indiquait exactement 8 heures. Lorsque la réunion d'urgence du conseil d'administration s'est connectée, 9 petites vignettes vidéo ont peuplé l'écran de mon ordinateur portable. Nadia fixait directement sa caméra, l'air parfaitement reposé malgré les événements chaotiques de la nuit précédente. Notre présidente du conseil a formellement lancé la session d'urgence, sans offrir de salutations polies. Elle a déclaré un gel immédiat à l'échelle du système, sur tous les actifs organisationnels, les répertoires de données, et les dossiers de confidentialité. La résolution radicale suspendait Lorraine de tout accès administratif, révoquait formellement sa carte de dépenses d'entreprise, et verrouillait chaque code de dépenses non approuvé, en attendant un examen indépendant. Un nouveau flux vidéo est apparu dans la grille quelques secondes plus tard. Ma sœur était assise dans son salon conjugal, portant encore du mascara bavé, et les lourds boucles d'oreilles en diamant de la cérémonie. Lorraine n'a pas perdu un seul souffle en excuses ou en explications. La mariée a regardé directement l'objectif, et a livré un monologue larmoyant et bien rodé. Elle m'a accusé de nourrir un profond ressentiment envers son bonheur, affirmant que j'avais délibérément manipulé des clients vulnérables pour organiser une manifestation, et ruiner son mariage. Sa voix s'est parfaitement brisée, alors qu'elle exigeait ma révocation immédiate en tant que directrice exécutive. Nadia n'a pas argumenté, ni élevé la voix pour défendre mon caractère. La présidente du conseil a simplement ajusté ses lunettes, a partagé son écran avec le groupe, et a appuyé sur Play sur un fichier vidéo compilé. Le montage rassemblait des extraits du photographe officiel du mariage, ainsi que des enregistrements de téléphones portables de 3 invités indépendants. L'audio du couloir de verre s'est diffusé clairement à travers les haut-parleurs de mon ordinateur portable. Ma propre voix enregistrée demandait fermement aux participants qui partaient, de respecter la vie privée des clients et de ranger leurs caméras. Un deuxième clip montrait Monica parlant fort près de la sortie, déclarant clairement qu'elle n'avait reçu aucun avertissement préalable sur le siège en cuisine, ou la sortie massive. Les membres du conseil ont regardé la preuve irréfutable, en silence complet. Lorsque la dernière vidéo s'est terminée, Nadia a calmement déclaré que les preuves visuelles réfutaient complètement toute théorie d'une manifestation malveillante et mise en scène.
Cet échec définitif n'a fait que pousser Lorraine à pivoter encore plus fort. La jeune femme a brandi un morceau de papier devant sa webcam, affichant fièrement la lettre de vérification, portant la signature fraîchement ancrée de Debra. Je n'ai pas haussé la voix, ni réagi à la falsification évidente qui se déroulait à l'écran. Au lieu de cela, j'ai ouvert une fenêtre séparée, et j'ai téléchargé nos documents officiels de constitution d'État, les tout premiers procès-verbaux de réunion du Conseil, et 12 ans d'historique détaillé des subventions, dans la boîte de discussion partagée. Aucun de ces dossiers juridiques ne contenait le nom de ma sœur. De plus, Jasmine avait déjà extrait les métadonnées cachées du fichier exact que Lorraine tenait. Les propriétés numériques prouvaient que le document avait été créé à peine 10 jours plus tôt, invalidant complètement sa présentation comme un document historique de l'entreprise. La vignette de Debra s'est allumée, alors que le système enregistrait un bruit de fond provenant de son microphone. Maman s'est agitée, mal à l'aise, sur sa chaise de salle à manger, refusant obstinément de croiser mon regard sur le moniteur. Lorsque Nadia lui a directement demandé si elle avait réellement lu le texte juridique avant de signer, la femme plus âgée a entièrement esquivé la question. Ma mère a insisté sur la défensive, sur le fait que tout le monde en ville savait que Lorraine avait aidé à construire le centre. Présentant sa signature comme un acte de loyauté familiale, plutôt que comme un parjure légal. J'ai regardé la femme qui m'a élevé, tenter désespérément de réécrire l'histoire, juste pour protéger son enfant préféré des conséquences de la fraude. Une histoire de famille n'est pas un document d'entreprise, ai-je dit, en gardant un ton entièrement neutre, tout en coupant mon microphone. La salle d'attente numérique a sonné doucement. Nadia a admis Olivia dans l'appel sécurisé. L'organisatrice de mariage est apparue aux côtés d'un avocat à l'air sévère, et elle semblait absolument épuisée. Dépourvue de toute la confiance polie du dîner de répétition. Olivia a immédiatement expliqué sa conviction sincère, que le forfait de restauration était une réception de donateurs entièrement approuvée. Pour prouver son innocence absolue, son avocat a formellement demandé des autorisations de partage d'écran au conseil. Un fil de mail est apparu devant l'ensemble du comité exécutif. C'était un message direct, envoyé de Lorraine à l'organisatrice de l'événement, 2 mois plus tôt. Le texte décrivait une stratégie financière très spécifique. Divise les factures et facture tout ce qui est visible pour les invités, à la sensibilisation, lisez le message. Alison ne vérifiera pas le trimestre avant-après le mariage. Je me suis adossé à ma chaise de bureau, et j'ai laissé échapper une lente respiration. Olivia était complètement innocente. Et sa défense désespérée venait de fournir l'arme exacte, dont nous avions besoin pour prouver une intention délibérée et calculée. Le conseiller juridique du conseil s'est penché dans son microphone, son expression complètement plate. Il a demandé à Olivia si elle possédait actuellement les contrats originaux non modifiés du lieu. Olivia a hoché la tête rapidement, ses lourdes boucles d'oreilles se balançant avec le mouvement. Oui. Et la carte de l'organisation à but non lucratif a payé le premier acompte. L'organisatrice a cliqué sur un bouton, affichant un document financier numérisé sur l'écran partagé. J'ai fixé les chiffres en gras imprimés à côté de la ligne de la compte initiale. Le montant était stupéfiant en soi. Suffisamment pour financer notre refuge d'urgence, pendant un mois entier. Pourtant, mon estomac s'est noué, alors qu'une réalisation mathématique terrifiante s'installait. Cet acompte massif ne représentait qu'un des 11 contrats distincts, que nous avions trouvés éparpillés sur le serveur. Au cours des 6 semaines suivantes, les auditeurs indépendants ont reconstitué chaque paiement, contrat, et communication avec les fournisseurs liés au mariage. Je me suis formellement retiré de l'autorité d'approbation financière, afin que personne ne puisse prétendre que l'enquête était personnelle. Le rapport final a identifié 48 600 € de dépenses de mariage personnel, et d'engagements non autorisés. Lorraine avait divisé les charges sur 11 factures, en maintenant chacune sous le seuil de 5 000 € qui nécessitait une double approbation. Le schéma éliminait toute possibilité que cela ait été une erreur de comptabilité innocente. Ma sœur a réagi à la divulgation publique imminente, avec une campagne médiatique désespérée de la terre brûlée. Elle s'est lancée sur les réseaux sociaux avec une énergie frénétique. Filmant des vidéos tremblantes où elle prétendait que le mariage n'était qu'un partenariat innovant, entre une collecte de fonds et un événement privé. Elle s'est présentée comme la victime d'une sœur aînée jalouse et autoritaire, qui la punissait d'être la plus populaire. J'ai refusé de m'engager. Je n'ai pas publié une seule réfutation, ni clarifié ma position dans la section des commentaires. Au lieu de cela, j'ai travaillé avec notre responsable de la communication, pour publier une brève déclaration formelle.
confirmant que l'organisation menait une enquête interne complète, et que la protection de la vie privée de nos clients vulnérables restait notre priorité absolue. Le véritable poids de la tromperie ne m'a frappé que lorsque Jasmine a sorti les formulaires de consentement interne. Nous étions assises dans la salle des serveurs. Le bourdonnement des ventilateurs de refroidissement, un drone bas et constant contre le silence. Jasmine a croisé les références de chaque photographie haute résolution des albums de mariage, avec nos accords d'utilisation signés. Cette famille distincte nous avait donné la permission d'utiliser leurs histoires dans des rapports annuels internes, ou des présentations privées aux donateurs. Mais, absolument aucune d'entre elles n'avait autorisé l'utilisation de leur visage, pour l'image de marque de la fondation de la famille Mercé. Pire encore, les fichiers numériques montraient que plusieurs photographies de jeunes enfants avaient été grossièrement éditées, avec des slogans textuels ajoutés. Transformant leur lutte personnelle en copie marketing, pour le projet narcissique de ma sœur. J'ai personnellement rencontré Monica, dans un coin tranquille de notre salle commune, avant que les résultats de l'audit ne deviennent publics. Je me suis excusé jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. Expliquant que mes propres défaillances systémiques avaient permis que cette violation se produise. Monica ne m'a pas regardé avec pitié, ni avec colère. Elle a simplement touché mon bras, et a dit que la vérité devait être dite, indépendamment de l'inconfort. Afin que personne d'autre ne soit jamais exploité, par la même personne. La situation a dégénéré en quelque chose de bien plus sombre, lorsque Renée, une autre mère de notre programme de logement à long terme, est arrivée à mon bureau, un mardi pluvieux. Elle tenait une capture d'écran imprimée de la galerie de mariage de ma sœur. Son visage était rouge, et ses mains tremblaient, alors qu'elle pointait un grand écran en arrière-plan des photos de mariage. Un portrait haute résolution de sa fille, une enfant qui n'avait jamais consenti à une exposition publique, était affiché juste à côté d'un logo géant de la fondation de la famille Mercé. J'ai rapidement vérifié notre base de données, sachant pertinemment que Renée n'avait jamais signé de formulaire de consentement. La photographie avait été extraite directement de notre logiciel de gestion de cas internes et privés. Mon estomac ne s'est pas seulement noué. J'ai eu l'impression qu'il avait complètement disparu. Cette photo n'a jamais été publique, a chuchoté Renée, ses yeux cherchant dans les miens une explication que je ne pouvais absolument pas fournir. Jasmine a immédiatement lancé une analyse forensique sur les journaux d'accès à l'image, pour voir comment le fichier avait quitté notre serveur sécurisé. Je me suis penché derrière sa chaise, regardant le curseur clignoter sur le moniteur, pendant que le système récupérait l'historique d'utilisation. Le résultat était d'une impossibilité glaçante. La photographie avait été consultée en utilisant les informations d'identification administrative sécurisée à authentification unique de Lorraine. Cependant, les métadonnées réseau correspondantes confirmaient que la demande provenait d'une adresse IP distante, basée à domicile, qui était complètement déconnectée du serveur principal du bureau. La dernière pièce de l'analyse forensique est apparue à l'écran, montrant l'heure exacte à laquelle le fichier avait été transféré sur un périphérique de stockage externe. C'était un mercredi soir, pendant le week-end du dîner de répétition. Je me suis penché, mon cœur battant contre mes côtes, en lisant les données de localisation. Lorraine se tenait sur la terrasse du country club à ce moment précis, occupée à saluer les invités du mariage et à répéter ses vœux. Elle n'aurait pas pu être la personne assise devant un ordinateur, se connectant à notre logiciel sécurisé, et extrayant un dossier client privé pour l'envoyer à son propre email personnel. J'ai regardé le journal d'accès une dernière fois, observant l'horodatage numérique clignoter. La session avait eu lieu sur un ordinateur portable, spécifiquement enregistré dans le pool du personnel. La machine exacte que j'avais vue, posée sur la table de la salle à manger de notre mère, 3 jours auparavant. J'ai ressenti une prise de conscience froide et déchiquetée me transpercer. Plus vive que tout ce que j'avais connu dans la salle de bal. Les informations d'identification appartenaient à ma sœur, mais les mains physiques qui avaient manipulé le logiciel sécurisé, pour voler l'image de cet enfant, appartenaient à quelqu'un d'autre. Renée attendait une réponse, le regard fixé sur la photo volée de sa fille. Je ne pouvais pas encore lui dire la vérité, pas quand les implications étaient si destructrices. Je lui ai promis que nous irions au fond de cette faille de sécurité immédiatement. Alors qu'elle sortait de mon bureau, j'ai verrouillé la porte, et j'ai fixé la chaise vide où ma sœur avait l'habitude de s'asseoir. Comprenant parfaitement que je ne me battais plus seulement contre une détourneuse de fonds. Je faisais face à un adversaire entièrement différent, et beaucoup plus dangereux, qui s'était caché à la vue de tous depuis le début. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Regardant le curseur clignoter dans l'espace vide,
là où la réponse aurait dû se trouver. Jasmine avait déjà confirmé que Havenhouse n'avait jamais créé de compte administratif pour notre mère, ni accordé à la femme plus âgée un accès autorisé à notre réseau de clients sécurisés. Je me suis dirigé vers le placard à fournitures, et j'ai sorti le journal d'audit physique des ordinateurs portables du personnel. L'entrée pour cette machine spécifique montrait qu'elle avait été empruntée par Lorraine, pour tout le week-end du mariage. J'ai vérifié mon téléphone. Un fichier de sauvegarde caché, que Lorraine avait synchronisé avec notre réseau sous le prétexte d'un projet organisationnel, contenait une série de messages textes supprimés. J'ai fait défiler jusqu'à ce que je trouve l'échange, envoyé le mercredi soir du dîner de répétition. Lorraine avait écrit à maman, lui disant que l'ordinateur portable était déverrouillé, et posé sur la table de la salle à manger. Ma sœur lui avait explicitement ordonné de naviguer dans le dossier sécurisé d'examen des histoires de clients, de localiser la fille de René, et de transférer le fichier immédiatement. Debra avait simplement obéi, en utilisant son email personnel pour transmettre la propriété volée. Quand j'ai finalement confronté la femme qui m'a élevé, dans le calme de sa maison, elle a balayé d'un revers de main la gravité du vol. Elle a prétendu qu'elle cherchait seulement une belle photo, pour le diaporama de mariage de Lorraine, comme si cela effaçait la violation. Elle a insisté sur le fait que Havenhouse était un atout familial. Ce à quoi j'ai répondu que l'organisation appartenait à la communauté que nous servions, pas à nous. La pièce suivante de l'audit a révélé l'origine de la fausse documentation. Jasmine a découvert que la lettre de vérification falsifiée, celle que Lorraine avait tenté d'utiliser pour revendiquer le statut de cofondatrice, avait été créée sur l'ordinateur personnel de Debra, 10 jours avant la cérémonie. Maman avait signé le document sans jamais consulter le conseil, ni vérifier les affirmations. Elle m'a dit qu'elle voulait seulement que ses deux filles soient traitées sur un pied d'égalité. Mais je lui ai dit que l'égalité ne lui donnait pas le droit de voler mon histoire professionnelle, et de l'offrir à quelqu'un d'autre. La preuve la plus accablante fut la restauration de notre serveur de sauvegarde interne, qui a récupéré le contexte complet des messages que Debra avait tenté de cacher. La fenêtre d'aperçu montrait la matriarche rédigeant une directive pour Lorraine. Lui ordonnant de me déplacer quelque par heure de vue pour la réception, spécifiquement parce que la nuit était censée être consacrée à la mariée. Lorraine avait répondu que l'accès à la cuisine serait le moyen parfait de me rappeler ma place dans la hiérarchie familiale. Ce n'était pas un acte de méchanceté aléatoire. C'était une expulsion préméditée. J'ai tourné mon attention vers la famille Warren. Les parents de Caleb m'ont contacté tard cette semaine-là, en me transférant le dossier de parrainage confidentiel que Lorraine leur avait envoyé, seulement 48 heures avant la cérémonie. Les documents étaient marqués d'une note sinistre, leur demandant de ne pas parler du projet à Caleb, car il était censé être une grande surprise pour le marié. Ils n'avaient pas encore transféré de fonds. Mais, ils avaient été efficacement dupés par un dossier contenant ma signature numérique, que Lorraine avait clairement copié de vieux dossiers du personnel. Le marié, en réalisant que sa promise avait utilisé le nom de sa famille pour fabriquer une fondation qui n'existait pas, a finalement commencé à voir le schéma de manipulation qu'il avait ignoré pendant si longtemps. Caleb a amené son avocat à la confrontation finale avec Lorraine. Il a posé à la mariée une seule question perçante. Exigeant de savoir si je lui avais déjà donné la permission de représenter mon travail auprès de ses parents. Lorraine n'a pas répondu directement. Choisissant plutôt de pivoter vers son scénario habituel, sur le fait que j'étais une sœur aînée contrôlante, qui ne supportait pas son bonheur. Caleb n'a pas mordu à l'hameçon, cette fois. Il a jeté un long regard soutenu à sa nouvelle femme, a quitté leur domicile commun, et a clairement fait savoir qu'il ne protégerait pas la façade d'un mariage, entièrement construit sur la fraude financière. Debra est revenue à ma maison de ville une dernière fois. Bien qu'elle n'ait plus aucun droit de franchir la porte. La femme m'a supplié de classer l'audit comme un simple malentendu administratif, désespéré d'éviter l'examen des régulateurs des œuvres de bienfaisance de l'État. Je lui ai dit que je m'assurerais qu'elle ait un endroit où vivre, et des soins appropriés en vieillissant. Mais, que je ne mentirais pas pour protéger Lorraine. Que je ne couvrirais pas ses dettes. Et que je ne resterais pas silencieuse. Une notification sur mon ordinateur portable m'a arraché à ce souvenir. C'était un appel urgent de notre conseiller juridique. L'agence de régulation de l'État avait officiellement demandé notre rapport complet. Et Lorraine exigeait maintenant une session de médiation formelle, avant que le dossier ne soit remis au procureur. L'avocat de ma sœur prétendait qu'elle voulait résoudre l'affaire discrètement. Mais la condition de la réunion était ma présence personnelle. Elle croyait toujours que je la sauverais.
Elle pensait que le souvenir de la promesse que j'avais faite après le décès de notre père suffirait à me forcer la main. Mais, elle avait fondamentalement mal compris la nature de cet engagement. J'aurais protégé une enfant. Mais, je ne protégerai pas une adulte des conséquences de ses propres choix. J'ai pris mon sac, et je me suis dirigé vers la porte, enfin prête à clore le dernier chapitre de la vie que je n'avais, en fait, jamais possédée. La salle de médiation, dans le cabinet d'avocat du centre-ville, ne ressemblait en rien à l'atmosphère chaotique et surchauffée de la salle de bal du mariage. L'air était frais, stérile, et sentait légèrement la cire à parquet coûteuse. Lorraine était assise de l'autre côté d'une longue table en acajou, les yeux rouges et gonflés, bien qu'elle maintienne une posture de fragilité soigneusement orchestrée. Son avocat était assis à sa droite, un homme en costume gris et à l'expression encore plus grave. Tandis que Nadia et notre propre conseil occupaient les chaises à côté de moi. Ma sœur a tendu le bras à travers la table. Ses mains tremblaient, alors qu'elle poussait une seule feuille de papier vers moi. C'était une offre. Lorraine promettait de rembourser une partie des fonds volés, si je signais une déclaration affirmant que l'incident entier n'était qu'une série d'erreurs administratives, et si je retirais formellement nos plaintes concernant les données, auprès du bureau de régulation. On peut juste passer à autre chose, Alison, a chuchoté Lorraine, sa voix craquant avec le tremblement répété, qu'elle utilisait pour m'inciter à la sortir du pétrin quand nous étions adolescentes. Pense à ce que le scandale fera à Venaos, si ça devient une affaire criminelle. Tu as toujours été celle qui protège cette famille. Ne la détruis pas maintenant. Je n'ai pas pris le papier. J'ai observé la femme qui avait été autrefois ma plus proche compagne. J'ai été témoin de la façon dont elle passait d'une victime en pleurs, à une adversaire acérée et menaçante, en l'espace d'un battement de cœur. Quand elle a réalisé que ses larmes ne parvenaient pas à m'émouvoir, sa mâchoire s'est crispée. La façade s'est effondrée, révélant la fin froide et calculatrice que j'avais ignorée pendant des années. Elle a sifflé que je jetais tout ce qu'elle avait construit, menaçant que la couverture médiatique qui s'ensuivrait, réduirait notre organisation en cendres. J'ai fait un geste à mon avocat, qui s'est levé et a placé un épais classeur organisé, au centre de la table. Il n'a pas haussé la voix, ni offert de commentaires émotionnels. Il a simplement commencé à présenter les preuves, pièce par pièce. Il les a guidées à travers l'email incriminant, où Lorraine ordonnait explicitement au personnel de facturer les dépenses visibles des invités à la sensibilisation. Les journaux d'accès forensique, montrant ces informations d'identification volées. Les contrats originaux, et les dossiers de parrainage contenant la signature falsifiée, qu'elle avait créée pour tromper la famille Warren. Lorraine a tenté de dévier chaque charge, essayant de rejeter la faute sur Olivia, l'organisatrice de mariage, et sur notre mère. Mais l'équipe juridique d'Olivia avait déjà soumis une chronologie sous serment, prouvant que ma sœur avait été la seule architecte de chaque commande trompeuse. Debra avait signé les documents falsifiés, mais les preuves matérielles montraient que la femme plus âgée avait agi comme un instrument aveugle, au service des ambitions de sa fille cadette, et non comme le cerveau de l'opération. Le processus a pris plusieurs mois éreintants de déposition, de dépôt de documents juridiques, et de négociations tendues. Il n'y a pas eu de caméra, pas de sortie dramatique, et pas de moment singulier de catharsis. Il n'y a eu que la lente et broyante machinerie de la justice. Au moment où l'accord final a été conclu, l'automne froid s'était estompé pour laisser place à un printemps humide et gris. Lorraine a accepté un plan de restitution complet. Remboursant la totalité du montant des fonds détournés ou mal alloués, couvrant les frais d'audit indépendants, et supprimant définitivement toutes les photographies non autorisées de ses plateformes personnelles et professionnelles. Elle a plaidé coupable à une accusation principale de tromperie financière. Ce qui a abouti à 3 ans de mise à l'épreuve supervisée, 300 heures de service communautaire obligatoire, et une interdiction à long terme d'occuper tout rôle de surveillance financière dans une organisation caritative. Les retombées sociales ont été tout aussi absolues que les conséquences juridiques. Lorraine a été licenciée de son poste. La fondation de la famille Mercier n'a jamais été officiellement lancée, et ses relations professionnelles se sont évanouies, une fois que la réalité de ses actes est devenue publique. Caleb, après avoir demandé de nombreux conseils à son propre avocat, a décidé de poursuivre un divorce standard, plutôt que de demander une annulation. Le processus n'a pas été une affaire rapide ou indolore, même sans enfants mineurs ou biens immobiliers partagés importants. Mais il a finalement coupé le dernier fil de l'union construite sur des mensonges. Debra a perdu son poste honoraire au conseil d'administration. Et sous la pression de l'audit, la femme plus âgée a été contrainte de publier une rétractation publique,
concernant la fausse affirmation selon laquelle Lorraine avait été cofondatrice de notre organisation. La dernière réunion a eu lieu un mardi, alors que l'air commençait enfin à se réchauffer. En sortant du bâtiment stérile, Lorraine a bloqué mon passage près des ascenseurs du hall. La femme paraissait petite, dépouillée de l'influence et de l'image soignée qu'elle avait passé des années à construire. « Tu m'as tout pris », a-t-elle craché, ses yeux brillant d'une dernière colère futile. Je l'ai regardée, non pas avec haine, mais avec une clarté que je n'avais jamais possédée auparavant. Non, Lorraine. J'ai simplement arrêté de me tenir entre toi et ce que tu as fait. Elle m'a fixé, cherchant une faille dans ma résolution, un signe que je tendrais la main pour lui offrir une dernière échappatoire. « Qui va m'aider maintenant » a-t-elle demandé, sa voix oscillant quelque part entre une exigence et une supplique. « La même personne qui aurait dû apprendre à t'aider, il y a des années » ai-je répondu, en me tournant vers la lumière du soleil qui filtrait à travers les fenêtres du hall. « Toi. » Je suis sorti de l'immeuble de bureau, et sur le trottoir. Mon téléphone a sonné avec une nouvelle notification de message. C'était un nouveau message du département d'État. L'offre initiale de directrice régionale avait expiré des mois plus tôt. Mais après la clôture de l'enquête, il m'avait invité à postuler pour un poste de conseillère à temps partiel nouvellement créé. Au même moment, mon téléphone a vibré avec un deuxième appel. Nadia demandait si je serais prête à rester en tant que directrice exécutive permanente, pour superviser la phase finale de la restructuration de Haven House. Pour la toute première fois de ma vie d'adulte, je me tenais sur le trottoir. Et je ne pensais pas à ce que ma mère attendait, à ce que les donateurs exigeaient, ou à ce que Lorraine réclamerait. Je pensais uniquement à la vie que je voulais réellement construire. Le poids des enveloppes vides dans mon sac avait depuis longtemps disparu. Remplacé par la simple et silencieuse gravité de mes propres choix. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai laissé l'air de la ville remplir mes poumons, et j'ai décidé que, pour une fois, ce serait moi qui écrirais l'histoire. Nadia et moi étions assises dans mon petit bureau, 3 jours après la résolution juridique. L'air semblait enfin débarrassé de la tension suffocante, qui avait défini l'année écoulée. Je n'ai pas accepté immédiatement le poste de directrice exécutive permanente. Au lieu de cela, j'ai exposé un ensemble rigoureux de conditions, qui allaient bien au-delà de la simple surveillance financière. J'ai exigé que notre conseil établisse une indépendance complète, en interdisant strictement à tout membre de la famille ou à tout poste honoraire, d'occuper des sièges de vote automatiques. J'ai requis une double autorisation transparente et obligatoire, pour chaque dépense, quel qu'en soit le montant. De plus, j'ai insisté sur des audits d'accès trimestriels par des tiers, et sur la création de 3 sièges permanents au conseil, exclusivement réservés à des représentants choisis par les bénéficiaires de notre programme. Nadia a écouté chaque exigence avec une expression grave, puis a lentement hoché la tête. Le conseil a voté pour accepter chacune de mes stipulations. Ils ont compris que la seule façon de sauver l'organisation était de se dépouiller de l'héritage du contrôle de la famille Mercé. J'ai formellement décliné le titre honorifique de la famille Mercé, insistant pour que l'organisation caritative reste simplement Haven House. Elle appartenait aux personnes qui comptaient sur elle, pas aux noms sur la porte d'entrée. J'ai finalement accepté un rôle de consultante à temps partiel auprès du département d'État. Ce qui m'a permis de garder une distance professionnelle, tout en continuant à guider le processus de restructuration de Haven House. Mon cabinet de conseil indépendant a acquis un petit mais régulier flux de clients, me donnant la sécurité financière de savoir que mon identité n'était plus liée à une seule institution, ou à un seul foyer. J'avais enfin construit une vie, où personne ne pouvait me priver de mon autonomie. Ma mère a déménagé dans une communauté de vie pour personnes âgées, située à la périphérie nord de la ville. Le nouvel appartement était petit, propre, et fournissait les soins spécialisés dont elle avait besoin. Je lui rendais visite un dimanche après-midi sur 2, en gardant nos interactions polies et contenues dans les limites d'une heure programmée. Nous ne discutions pas du passé, et je refusais de tolérer toute tentative de recadrer son rôle dans la tromperie de Lorraine. Quand elle soupirait parfois et mentionnait à quel point le temps d'avant lui manquait, je me levais simplement, lui offrais un doux au revoir, et je partais. Je n'avais plus besoin d'excuses parfaites, pour justifier le maintien de mes limites. Lorraine a poursuivi ses heures de service communautaire obligatoires, dans un bureau administratif municipal qui n'avait aucun lien avec nos réseaux financiers. La femme vivait dans un studio exigu en centre-ville, et avait depuis longtemps cessé les étalages publics de vanité. Je ne suivais pas ses déplacements, ni ne prenais de plaisir à sa situation réduite. Quand elle a essayé une fois de m'envoyer par texto la photo d'une facture d'électricité en retard,
en me demandant si je la couvrirais, je n'ai pas répondu. J'ai transféré le message à mon avocat, et j'ai bloqué la conversation, établissant fermement que je n'étais plus la gardienne de ses erreurs. C'est maintenant juin. 8 mois après cette nuit humide dans le conservatoire. Et la chaleur du début de l'été s'est enfin installée sur Columbus. Ce soir, Avenhaus organise notre dîner communautaire annuel. Nous n'avons pas loué un lieu prétentieux aux parois de verre, cette fois. Nous avons simplement poussé tous les meubles lourds sur les bords de notre propre salle principale. L'espace est rempli des sons honnêtes des rires, du cliquetis des couverts, et de l'odeur des plats faits maison. Monica, Jasmine et Nadia sont toutes là, se déplaçant à travers la foule avec une aisance qui suggère qu'elles sentent enfin que l'organisation leur appartient. Chaque image que nous affichons ce soir a été validée par un processus de consentement transparent et documenté. Il n'y a pas de filigrane de fondation privée, ou de slogans égocentriques. Juste les visages souriants de personnes qui ont enfin un endroit sur où dormir. Chacun a apporté un plat différent à partager. Et les longues rangées de tables sont dépareillées, robustes, et entièrement fonctionnelles. Je repère une petite chaise vide, située au bout d'une longue table, juste entre René et Jasmine. Il serait facile de s'approcher, et de s'y asseoir. J'aide à faire passer un lourd plat de légumes rôtis le long de la ligne. Mes mains sont stables, et ma respiration est lente. Je ne m'assois pas à une place d'honneur, à la tête de la pièce. Je me glisse simplement dans la chaise libre, écoutant les gens autour de moi partager des histoires de leur récent succès. Monica se penche, posant sa fourchette, en regardant la salle comble. Elle me rappelle la nuit au conservatoire, et me demande si j'avais su depuis le début que les invités me suivraient. Je regarde la mère de visage, réalisant que, pour la première fois de ma vie, je ne mène pas une protestation. Je ne gère pas une crise. Et je ne répare pas un récit familial brisé. Je ne le savais pas, lui dis-je, et c'est la vérité absolue. Si personne ne s'était levé, je serais quand même parti seul. Je serais retourné à ma maison de ville, et j'aurais déposé les documents de l'audit le lendemain matin de toute façon. La salle est bruyante, vibrante, et vivante des liens authentiques que nous avons passé des années à essayer de tisser. Lorraine m'avait envoyé à la cuisine, parce qu'elle pensait que c'était là que les femmes invisibles appartenaient. Un endroit qu'elle jugeait indigne de son conte de fées fabriqué. Elle avait raison sur une chose, cependant. Les cuisines étaient là où les familles se faisaient réellement. Construites sur le lent et délibéré travail de se nourrir les uns les autres. Ma sœur n'avait simplement jamais eu la capacité de comprendre qui pouvait appeler un tel lieu son foyer. Je prends une bouchée de la nourriture dans mon assiette, sentant la chaleur authentique de la pièce s'installer dans mes os. Je suis enfin assise, exactement là où je dois être. Vous méritez de réaliser que protéger votre paix n'est pas un acte d'égoïsme, mais une exigence nécessaire pour votre propre survie. Tout au long de ce parcours, la leçon la plus importante que vous devez retenir est que vous ne pouvez pas réparer quelqu'un qui profite du chaos même qu'il crée. Peu importe combien vous vous sacrifiez, ou combien de temps vous attendez qu'il change. Vous avez peut-être passé des années à croire que votre valeur était liée à votre capacité à absorber les conséquences des erreurs des autres. Mais cette dynamique ne sert qu'à drainer votre esprit, jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à vous donner. Lorsque vous décidez enfin de vous éloigner d'un système toxique, vous ne faites pas défaut à ceux qui dépendaient de votre silence. Vous réclamez le droit de définir votre propre valeur, en dehors de leur projection. La vraie famille ne se mesure jamais à une place à une table où l'on vous traite comme invisible ou jetable. Au lieu de cela, elle se trouve dans la communauté que vous construisez avec ceux qui respectent vos limites, célèbrent vos réussites, et se tiennent à vos côtés, parce qu'ils apprécient vraiment votre présence, plutôt que ce qu'ils peuvent extraire de vous. Votre histoire et votre travail acharné vous appartiennent, à vous seul. Et vous n'êtes jamais obligé de les céder, juste pour maintenir la paix pour des gens qui ne rêveraient jamais de faire la même chose pour vous. Il est tout à fait possible de traverser le feu de la trahison, et d'en sortir de l'autre côté avec une vie qui est authentiquement la vôtre. Construite sur des fondations d'intégrité, de respect de soi, et de limites claires et infranchissables. Se choisir soi-même n'est pas une trahison du passé. C'est le premier pas vers un avenir où vous n'êtes plus un personnage secondaire, dans une histoire écrite par quelqu'un d'autre. Maintenant que vous avez vu comment une personne peut démanteler avec succès toute une vie de manipulation, en refusant simplement de jouer le rôle qui lui a été assigné, je veux que vous réfléchissiez à votre propre vie. Êtes-vous déjà resté dans une situation plus longtemps que vous n'auriez dû, parce que vous vous sentiez responsable de maintenir la paix? Et si oui,
Quelle est la seule limite que vous êtes enfin prêt à fixer aujourd'hui, pour protéger votre propre bien-être?